En 2006, le navire Probo Koala décharge des centaines de tonnes de déchets toxiques sur plusieurs sites dans la capitale économique ivoirienne Abidjan. Dans les jours et semaines qui suivent, de milliers de personnes présentent des signes d'intoxication. Les expertises réalisées révèlent la présence de produits toxiques comme l'hydrogène sulfureux. 13 années après, où en sommes-nous avec l'indemnisation des victimes? Que sont devenues ces victimes justement? Nous en parlons sur notre plateau avec nos différents invités qui sont composés de victimes de déchets toxiques et aussi d'associations de défense de victimes des déchets toxiques. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. Bonsoir, bienvenue. Déchets toxiques en Côte d'Ivoire, où en sommes-nous avec l'indemnisation des victimes? Nous sommes avec nos différents invités sur ce plateau. Claude Gourou, il est le président de la coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire. Yao Pipira Deni, président de la Fédération des associations des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire, par ailleurs porte-parole de l'Union des mandataires de l'action d'Amsterdam. Charles Boza Coré, il est le président du collectif des intoxiqués hospitalisés des déchets toxiques. Et enfin, Sylvain Debailly, il est journaliste à connexioivoirienne.net. Merci messieurs, bienvenue sur notre plateau, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors Debailly, on va commencer avec toi. Est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire tragique des déchets toxiques qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2006? Oui, cette histoire que vous avez qualifiée de tragique, elle l'était effectivement. Du 19 au 20 août 2006, un navire pétrolier appartenant à une compagnie grecque, mais immatriculé au Panama, déverse son contenu dans des camions non adaptés, amenés par la société Tommy, montés de toutes pièces en moins d'une semaine. Au moins 10 endroits de la ville d'Abidjan, y compris la décharge d'Akouedo, reçoivent au total et sans aucune précaution prise 528 tonnes de déchets mortels. Pendant près de 6 jours, les riverains de ces décharges occasionnelles inhalent des gaz toxiques et présentent des symptômes semblables, faits de vomissements, de lésions cutanées, etc. L'analyse faite par le Centre ivoirien anti-pollution CIAPOL révèle qu'une forte concentration en hydrogène sulfureux, dont l'inhalation à forte dose peut entraîner la mort. Le bilan est catastrophique à Abidjan. Au moins 17 morts, 43 492 cas d'intoxication, 24 825 cas probables d'intoxication, selon les chiffres qui avaient été livrés par l'Institut national d'hygiène publique, INHP. Il faut également dire que l'affréteur de ce navire-là, c'était la société hollando-suisse Trafigura, dont la filiale ivoirienne était Puma Energy. Vous savez, tout est donc parti de là. Et le fondateur de la société Tommy, impliqué dans le déversement, M. Salomon Uborugo, a créé sa société le 9 août 2006, soit 10 jours avant l'arrivée du navire. Il obtient sur coup un agrément pour traitement de produits toxiques. La suite s'avéra tragique, comme vous l'avez dit. Oui, c'est clair. Ça a été un moment très sombre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors, M. Gourou, comment vous expliquez le fait que ce bateau ait traversé peut-être d'autres pays de l'Afrique et que ce soit qu'en Côte d'Ivoire que les déchets aient été déversés? Est-ce que rapidement on peut rappeler ces faits, ce qui s'est passé? Je vous remercie. Congo. Je pense que nous avons suivi avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de douleur cet épisode-là dans notre pays. Nous pensons que, en ce qui concerne les agissements qui ont prévalu, cet état de fait a été causé surtout, a pu se faire à cause de responsabilités administratives en premier. Nous pensons qu'il y a d'abord cet aspect-là, mais il y a aussi surtout cette fluidité au niveau de la législation concernant les transports transfrontaliers des produits pétroliers qui ne sont pas aussi rigoureux au point où les règles, je veux dire, qui régissent ces transports de ces produits-là font que c'est plus facile pour certains de contourner
certaines démarches. Et je pense que cette flexibilité-là, comme j'ai dit, dans la législation, sur ces produits-là aussi, sont une cause. Et donc, il y a l'administration. Nous pensons qu'il y a eu une enquête parlementaire et les responsabilités ont été situées un temps soit peu. Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que c'était un drame unique et douloureux pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'Afrique. D'accord. Voilà, donc les hommes, au niveau de l'administration, mais aussi au niveau des lois. Voilà. D'accord. Pipira Denis, un commentaire là-dessus sur tout ce qui vient d'être dit. Moi, je veux dire que merci d'abord de nous permettre de débattre de ce sujet. Un sujet qui dure quand même depuis 13 bonnes années. Voilà, les Ivoiriens en ont souffert. Voilà, je veux dire que les responsabilités sont partagées. Moi, je vais tout droit vers l'entreprise Trafigura qui, d'abord, pour des questions d'argent, d'économie, voilà, savait très bien que ces substances étaient très toxiques, puisque d'ailleurs les entreprises européennes qui ont l'habitude de traiter ces genres de déchets, dès les premiers instants, ont produit des rapports et donc ont même multiplié par, je crois, 100 ce qui devait être payé pour traiter un produit normal et d'un tel produit aussi dangereux. Donc l'affréteur, sachant bien que le produit était hautement toxique, a d'abord enfreint à la loi pour des questions économiques. Ça, c'est pas acceptable. Et ensuite, il faut toucher du doigt la cupidité de nos administrations ivoiriennes, particulièrement, je peux parler en général de l'administration africaine, malheureusement, voilà, qui a permis, dont les failles ont permis... Même si certains pays sont quand même restés vigilants sur le sujet. Les failles ont permis quand même l'importation de ces déchets hautement toxiques. C'est regrettable. Donc, je touche du doigt et l'administration ivoirienne, mais en premier lieu, l'affréteur Trafigura. D'accord, merci beaucoup. Alors, Charles Bozakoré, vous avez été touché franchement de plus près. Votre enfant, votre fille avait 4 mois et demi quand les faits se déroulaient en 2006. Aujourd'hui, 13 années après, est-ce que si ce n'est pas trop douloureux, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette historique-là? D'accord. Merci, Madame Sekongo. Et moi, je crois qu'il faut revenir dessus parce que moi, ça ne m'embête pas d'expliquer un peu ce qu'on a vécu. Parce que va sans dire que en août, à partir du 14 août 2006, mes enfants, ma fille et sa mère étaient partis un peu en voyage. Enfin, ils étaient partis un peu chez leur grand-mère. Et moi, j'étais seul à la maison du 14 août jusqu'à fin août. Bon, je sentais certaines odeurs. Au début, mais un matin, je me suis réveillé avec de la pâte dans les yeux. Les yeux, je ne pouvais pas les ouvrir. Et le cou était contacté, les nerfs. Oui. Alors, je n'ai pas compris. Je suis allé, je me suis réveillé, je voulais ouvrir mes yeux, je ne pouvais pas. Donc, j'ai dû tirer comme ça pour les ouvrir. Je les ai ouverts, il y avait toute une pâte blanche. Et le cou, le nez me faisait mal. Et j'ai vécu comme ça du 14 jusqu'à fin août. Le 1er août, je suis allé chercher ma fille. Elle avait 4 mois et demi avec sa maman à Yopougon. Quand nous sommes revenus, on habitait à la Riviera, en montant vers Atobantere, la pharmacie Saint-Ange, une pharmacie là. Dans la nuit, entre 1h du matin, il y a eu une forte pluie. Et le lendemain, la petite a commencé à vomir. Elle a commencé à vomir en même temps diarrhée. Vomissait diarrhée. Je ne comprenais pas. Et sa maman aussi, on lui donnait le sein. L'enfant continuait de vomir. Donc, du 1er au 2, nous avons vécu comme ça. Nous avons pris des médicaments qu'on avait à la maison pour donner à la petite. C'était un vendredi jusqu'au samedi matin. Donc, le samedi matin, on est parti avec elle à la PMI de Cocody. Elle était devenue toute maigre, petite comme ça. Donc on est parti à la PMI de Cocody, on a pris des traitements. Quand nous sommes rentrés le samedi 2 jusqu'au lundi 4, l'enfant continuait. Donc pendant ces 2 jours-là, elle continuait de déféquer, de vomir. Et l'enfant m'a fixé dans les yeux. Quand elle m'a regardé dans les yeux, je me suis dit, mais pourquoi l'enfant me regarde comme ça? Après, j'ai compris qu'elle était en train de me passer un message. Papa, je suis en train de mourir. Et le 4 matin, nous sommes retournés à la PMI. Ils nous ont dit envoyer l'enfant rapidement au CHU. Quand nous sommes arrivés au CHU de Cocody, grande fille m'a surprise. J'ai vu du monde. Puis je me demandais qu'est-ce qui s'est passé.
Pourtant, il faut dire que le week-end, je voyais sur les journaux un bateau, je voyais, mais je ne savais pas. L'information circulait déjà. Mais je ne savais pas ce qui se passait. Quand nous sommes arrivés au CHU, on a vu qu'il y avait de l'affluence. Ah là, je me suis rendu compte, mais attends, je ne suis pas sur terre ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Et je voyais les personnes affolées. C'est comme ça qu'on a intervenu. On avait d'abord voulu nous faire croire que l'enfant avait un palu. Je dis, ah mais non, c'est pas possible, on ne peut pas avoir un palu. Donc on a dû forcer, on nous a reçus et on nous a mis en hospitalisation. Voilà. Donc, nous avons fait 11 jours d'hospitalisation. 11 jours, pas vraiment 11 jours, parce que pour finir, on nous avait demandé de quitter l'hôpital en fait. Ok. Voilà. Donc 11 jours à l'hôpital, nous sommes entrés en hospitalisation le 4. Le 5, parce que quand on vous met en hospitalisation, on ne vient pas tout de suite là, on vous dépose, c'est des étudiants peut-être qui passent, il faut attendre 1-2 jours pour que le professeur ou bien le doyen du service vienne avec les étudiants en médecine et les gens s'affolaient. D'accord. Les gens s'affolaient, j'ai dû les approcher pour échanger avec eux, pour leur demander, c'est comme ça que j'ai approché les responsables de l'hôpital, j'ai échangé avec eux, ils m'ont expliqué tous leurs problèmes. Et je dis, qu'est-ce que je peux vous rendre comme service? Ils m'ont demandé si vous pouvez être un intermédiaire entre nous et les victimes. C'est comme ça que j'ai été l'intermédiaire entre les malades et les victimes. Ils m'ont montré les différents endroits où on peut prendre des médicaments. Je faisais des mots sur papier comme ça. Est-ce qu'il y a eu un suivi après? Quand il y a eu la contamination, est-ce qu'il y a eu un suivi? Quand vous dites suivi, un suivi de l'État, les structures de l'État, est-ce qu'ils vous ont pris en charge, des prises en charge, je veux dire? Non, ce qu'on appelle prise en charge, c'est une prise en charge, c'est-à-dire qu'on nous donnait quelques petits médicaments, mais le reste, il fallait aller en pharmacie pour acheter. Dans une prise en charge, au sens propre du mot, ben non, je sais pas, c'est pas... D'accord, d'accord, ok. En tout cas, merci de... Là même, je porte les dossiers médicaux. D'accord. Dossier médical. D'accord, ok. On aura le temps de revenir là-dessus tout à l'heure. On aura le temps de revenir là-dessus. Alors, l'État de Côte d'Ivoire a eu un accord avec Trafigura, tu le disais tantôt, des baillis. 100 milliards de francs CFA lui ont été octroyés. Cette somme a servi à la construction d'un établissement sanitaire et au dédommagement de certaines victimes. Des années plus tard, cet accord continue de faire polémique. Quelle analyse vous faites de cet accord à froid aujourd'hui, quelques années plus tard? Monsieur Gourou, je vous le demande. D'abord, vous avez dit à froid, mais je vais rebondir sur ce que tout à l'heure M. Fosa disait. D'accord, sa réaction, oui. Sa réaction concernant la prise en charge. La prise en charge est venue avant cet accord-là. Il y a effectivement une prise en charge des victimes. Il faut rétablir un peu les choses. L'État, dans son devoir et son rôle régalien, avait compris qu'il y avait failli quelque part. Et donc toutes les personnes qui étaient intoxiquées devaient tout de suite être mises sous observation et sous un suivi. Il s'agissait de quoi exactement? Il a été démontré que tous les cas, et les cas qui ont été révélés d'intoxication, cela s'est fait à travers l'inhalation. C'est-à-dire que c'est par la respiration que la majorité, 90% des personnes ont été intoxiquées. Il va sans dire que face à ce grand nombre de personnes touchées, les services médicaux devaient se mettre tout de suite à disposition des personnes malades. C'était la première réaction. Donc la prise en charge immédiate de fait qui s'imposait pour le gouvernement, c'est d'ouvrir les services, je veux dire, médicaux aux victimes. Et arrivé là-bas, les premiers signes, comme il a expliqué, il y a eu des signes graves, effectivement, des personnes hospitalisées, mais il y a eu aussi des premiers signes, tels que je dis, des maux de tête, des brûlures dans les yeux, des irritations au niveau même des oreilles, de la gorge, et ainsi de suite. Et donc, il y a eu une prise en charge médicale immédiate qui s'est faite par l'État lorsque la catastrophe est arrivée. Ça, il faut le faire remarquer. Il faut saluer cela aussi. D'accord. Donc, on va mettre une parenthèse. Je prends l'avis de Pipira. La prise en charge devait aller au-delà, mais il y a eu une prise en charge. D'accord. Qu'elle était bien ou pas, mais il y a eu une prise en charge de l'État. Il faut saluer cela aussi. Et ça, c'était très important. En son temps, le gouvernement en son temps. D'accord. Pour revenir sur l'accord. On va mettre une parenthèse. Je vais recueillir, lui, son commentaire rapidement par rapport à ce qu'il a dit. Et puis, on va revenir, voilà. Et puis, on va revenir à vous. Moi, je veux plutôt... Un commentaire sur ce qu'il a dit, oui. Dire que l'État, n'étant pas habitué à gérer ce genre de catastrophes, a dû prendre des mesures, des circonstances qui, pour ma foi, n'ont pas été efficaces à
à 100%. Je peux dire que ces mesures, dans les premiers moments de l'intoxication, c'est-à-dire sur la première semaine, ont été, je peux dire, efficaces sur peut-être 50%. Parce que c'est ça aussi la débandade à tous les niveaux. C'était nouveau pour la Côte d'Ivoire de vivre un tel scénario. Oui. Vraiment immaîtrisable les structures d'État n'arrivaient pas à gérer l'affluence, ça il faut le dire. J'ai même des amis, moi on était encore jeunes, on sortait de l'université, nos amis qui étaient en médecine, encore étudiants, ont dû faire des temps pour aider des bâches, pour accueillir des personnes sans expérience. Voilà. Il faut aussi dire que les médicaments qu'il fallait pour soulager véritablement ces cas de souffrance n'étaient pas disponibles. Donc on essayait de donner des paracétamol, des médicaments qui ne pouvaient vraiment pas gérer ces cas de situation. Donc, je peux dire l'État a fait ce qu'il pouvait, mais c'était efficace à moins de 50%. Débaillé. Parler de prise en charge de telle situation. Il y a eu une volonté. Ce que je voulais dire oui. à la suite de Yop Pirate. Oui, rapidement. Donc, une prise en charge, oui. Elle est une prise en charge. Elle peut être efficace, elle peut être réalisée à un certain niveau de considération, mais l'État a eu une première réaction face à la catastrophe. Immédiatement, la prise en charge. On n'a pas dit non. Il faut le dire. Mais est-ce qu'elle a été, voilà, je vais dire efficace, est-ce qu'elle a répondu à l'attente des victimes en ce moment? Donc, bon, c'est pas, voilà, on va pas polémiquer dessus, on n'accuse pas l'État. Quand on vous donne une plaquette de paracétamol, et qu'on vous donne une ordonnance de 30 000 ou 40 000, mais paracétamol, ça fait 200 francs. L'État a fait sa part. L'ordonnance, ça revient à 20 000 francs, mais on ne peut pas parler de prise en charge. C'est-à-dire, vous vous prenez à charge, l'État fait ce qu'il peut, l'État n'étant pas prêt pour gérer une telle situation qui est venue comme ça. Donc, il faut reconnaître que l'État a réagi. En fonction de ses compétences. D'accord, Débailly, on va donner la parole à Débailly avant de... Oui, allons-y Débailly, un commentaire sur tout ce qui vient d'être dit. Oui, effectivement, moi je suis d'accord pour dire que la Côte d'Ivoire n'était pas préparée à ce genre de catastrophe. Et elle a donc appliqué les solutions qui s'imposaient quand on n'est pas préparé. Donc il n'y a que les victimes qui peuvent... C'est sûr que l'administration n'a même pas mesuré aussi l'impact, l'ampleur que ça allait avoir, la tragédie que ça allait créer. Je pense que la solidarité nationale s'est organisée. Il parlait tout à l'heure d'étudier en médecine. Mais effectivement, dans les différents États, quand une catastrophe frappe, c'est tout le monde qui vient à la rescousse. Tout le monde vient à la rescousse et chacun apporte ce qu'il peut. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, on peut juger de l'efficacité des mesures qui ont été prises. Ça, c'était un autre point. Mais l'État avait quand même, dans son rôle régalier, avait quand même essayé de faire quelque chose. Mais ce qui était bon de faire, c'était peut-être le suivi, mais dans ces actions, je pense que l'action ne s'est pas arrêtée seulement à cette solidarité nationale-là. Elle est allée beaucoup plus loin. Et il fallait aux victimes elles-mêmes de prendre peut-être le relais plus tard, et puis elles se sont organisées. Bon, tout ça fait partie de la réaction face à une catastrophe. D'accord. Alors, M. Gourou, on referme la parenthèse. Je reviens à la question de l'accord qui a été trouvé avec Trafigura et l'État des Côte d'Ivoire. 100 milliards de francs CFA ont été décaissés. Voilà, aujourd'hui, ça a permis de construire un établissement sanitaire et puis de dédommager aussi certaines victimes, puisque toutes les victimes, voilà, il y a certaines victimes qui disent qu'ils n'ont pas reçu d'argent de dédommagement. Ça a permis quand même de dédommager certaines victimes. Mais aujourd'hui, l'accord continue de faire polémique. Aujourd'hui, des années plus tard, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre commentaire là-dessus? Nous pensons que concernant l'accord que l'État a signé avec l'entreprise mise en cause, Figura. Depuis on n'a pas encore prononcé ce mot, mais... Si, on l'a prononcé, je crois. Oui. Je pense qu'il n'a pas été assez prononcé. C'est ça, certainement. Trafigura, qui est à la base de cette catastrophe-là. Cet accord que l'État a eu, nous le jugeons à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de la forme. Au niveau de la forme, c'est un accord, à notre sens, en tant que victime, qui
était salutaire. Aujourd'hui, on dit, bon, il continue de faire polémique. Oui, nous sommes d'accord. Et je vais expliquer pourquoi il fait polémique. Mais c'était salutaire d'abord d'avoir cet accord avec l'entreprise pour l'État lui-même, mais pour les victimes que nous sommes. Parce que dans ce genre de catastrophes, l'histoire nous a permis de comprendre que lorsque ce genre de catastrophe arrive, parce que c'est une catastrophe écologique, environnementale et humanitaire, les procédures sont longues, difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, nous, les associations, sont mieux placées pour attester cela. Imaginez-vous que l'État, tout de suite, n'ayant pas mis aux arrêts, parce que ça aussi on ne l'avait pas assez, les dirigeants et les premiers dirigeants donc, de trafiquants ont été mis aux arrêts ici, en Côte d'Ivoire. L'État, dans les mois qui ont suivi, je crois jusqu'en février 2007, on peut avoir un accord avec l'entreprise portuaire. Au niveau de la forme, cela a permis d'écourter, je veux dire, toutes les procédures et le temps aussi de la prise en charge des victimes que nous sommes à un moment donné. Mieux, c'est que cet accord aussi a permis aux associations elles-mêmes de comprendre à qui est-ce qu'ils avaient affaire. Et de deux, c'est que cet accord a été rendu public. Je vous dirai pourquoi c'est important. D'accord. Cet accord n'est pas été confidentiel. Il a été rendu public par l'État de Côte d'Ivoire. À côté de cela, dans sa continuité de la prise en charge des victimes, comme je viens de dire tout à l'heure, l'État tout de suite, nous avons compris, les moyens n'ont pas été à la hauteur des attentes. Ça, on l'a compris après. Mais dans le feu de l'action, l'État tout de suite a voulu arrêter quelque chose. Mais après, avec du recul, comme vous dites à froid, 200 000 francs par personne victime de cette attaque, de cet empoisonnement, c'était insuffisant. Déjà, M. Pipira, il y avait combien de victimes? Les victimes étaient chiffrées à combien? Parce que le tout Abidjan, avec les différents sites qui ont été touchés, Debailly a fait le point tout à l'heure, plus de 10 sites. Hein, le tout Abidjan peut se dire victime aussi. Hein. Oui, il y a eu combien de victimes qui ont été tout de suite touchées? Plusieurs rapports sur les chiffres. Voilà, la première semaine sont les chiffres qu'il nous a donnés. Mais un mois après, la cellule gouvernementale avait produit un nombre de 108 000 victimes, voilà, ambulatoires, c'est-à-dire les victimes qui n'ont pas humaines, 108 000. Et il y avait 16 cas de décès et plusieurs victimes hospitalisées. Ça, c'est un mois après. Voilà. Je veux rappeler que les déchets sont restés sur notre sol pendant des années. Donc, imaginez-vous, oui, les intoxications ont continué. Et même les 108 000 qui ont été déclarés par l'État, vous devez retenir que ce sont des personnes qui se sont rendues dans les centres que l'État avait agréés ou conçus pour recevoir les victimes. Mais écoutez, il y a des gens qui, depuis leur naissance, ne sont jamais allés dans un centre de santé publique, pas parce qu'il y a une catastrophe ou qu'il y a une ligne d'attente qu'il va aller se mettre dans un rang. C'est vrai que je ne suis pas en train de dire que ceux qui l'ont fait, voilà, je ne me moque pas de cette situation, mais il faut dire que le chiffre qui a été donc donné est vraiment en deçà du chiffre réel, voilà, pour ce qui nous concerne. Et je veux même dire que quelques mois après, le Centre suisse des recherches scientifiques a qualifié de ce que a dit que c'était moins de 40% de victimes qui avaient été répertoriées par l'État. Et donc 60 autres % déjà étaient laissés pour compte. Donc imaginez-vous, si on doit faire un calcul mathématique, on était déjà autour de 250 à 300 000 victimes. D'accord. Que les déchets sont restés longtemps. Donc il y a des radioactivités certainement. J'ai même envie de vous dire que bon, il ne serait pas exagéré de dire que tout Abidjan en a souffert. C'est clair, c'est clair. Alors, Charles Boza Corée, est-ce que vous avez eu une part de l'accord qui a été signé, les 200 000 dont parlait M. Gourou tout à l'heure? Est-ce que vous en avez bénéficié, vous et votre fille? Merci. Sur les victimes. Je voudrais d'abord revenir sur l'accord de 100 milliards. Nous avons été les premiers à dénoncer cet accord. Voilà. Parce que quand quelque chose n'est pas bien fait, il faut pouvoir le dire. Au nom de qui les autorités d'alors où l'État a signé cet accord? L'État qui avait une grosse part de responsabilité. Voilà.
Donc, dans cet accord-là, c'est vrai, tout à l'heure, M. Gourou disait qu'un arrangement est toujours bien, on est d'accord. Mais il faut tenir compte de celles qui sont victimes. Parce que ce sont celles-là qui sont le débat, qui sont le nœud, le centre, voilà. Oui. Donc l'État, les autorités d'alors, si je pourrais dire, sont partis, ont signé quelque chose de trop vite. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un hôpital qui est construit. Oui. Nous, en qualité de victime, je n'ai jamais vu un hôpital qui est construit. Ce que nous avons demandé le 21 février, une semaine après l'accord, parce qu'ils ont signé l'accord, je crois, le 14 février 2007. Une semaine, le 21, nous avons fait une conférence de presse où nous avons demandé à ce que, nous avons fait des suggestions telles que la mise en place d'un observatoire de veille sanitaire et la construction d'un centre hospitalier moderne capable de faire face à ce genre de situation catastrophique. Nous avons même suggéré une assurance maladie permanente, sinon valable pour au moins 10 ans. Mais en fait, il faut dire quoi? Il faut dire que avant qu'il y ait cet accord, vous voyez, j'ai un courrier qui m'a été envoyé par Maître Bob van der Goen. C'est la télévision hollandaise qui est arrivée au moment des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés au CHU de Cocody. Ils m'ont rencontré parce que des victimes m'ont dit, il y a quelqu'un ici qui nous aide. La télévision, quelques télévisions hollandaises et françaises sont venus faire un reportage sur moi. Et quand ils sont arrivés, ils ont donné un courrier à un avocat qui m'a envoyé ce courrier. Voilà. C'est celui-là même qui a défendu Varig. Il y a eu un crash Varig. Donc, cet accord-là, les avocats étaient déjà en train de travailler sur le dossier parce qu'il faut être ensemble pour mener quelque chose de bien. L'État a anticipé. Aujourd'hui, cet accord, nous, jusqu'à preuve du contraire, si on peut avoir même un contenu de cet accord-là, parce que l'État de Côte d'Ivoire, face à la multinationale Trafigura, l'État ne pouvait pas. Parce que le budget même de l'État de Côte d'Ivoire, face à la multinationale Trafigura, n'est rien du tout. Donc c'était comme une proposition indécente. Mais va sans dire que jusqu'à présent, on nous parle de 200 000. L'État a catégorisé les victimes ils ont parlé des victimes ambulatoires, hospitalisées et les décédés. L'État a prévu 100 millions pour les décédés, 2 millions pour les hospitalisés, 200 000 pour les ambulatoires. Déjà, il y a eu... faut dire que les victimes n'ont pas apprécié ça. Parce que le problème, il ne s'agit pas de dommager les victimes financièrement, parce que l'argent même qu'ils ont donné aux gens, qu'est-ce que c'est devenu? Mais vous en avez bénéficié ou pas? Si l'accord, si l'accord, je peux donner mon avis. Non, il va finir rapidement. Oui, il va finir rapidement et je vais vous passer la parole. Je vous explique. Alors, quand l'État a donné 2 millions aux hospitalisés, au début, moi en tant que président d'une association de victimes, nous n'étions pas d'accord avec. Et certaines victimes sont allées chercher leur non, pas les avocats, ils sont allés chercher leur dû. Indemnisation, on peut dire. Ouais. Ils sont revenus, ils nous ont rapporté que quand ils allaient chercher leur dû, les travailleurs du Trésor leur demandaient d'avoir une part dans leur argent. Donc moi, j'ai dû, en tant que président, aller pour constater. Effectivement, j'ai vu que c'était vrai. Des fonctionnaires qui travaillaient au Trésor ou bien aux finances, ils demandaient de l'argent. Donc moi, je n'ai pas pris... moi particulièrement, je n'ai pas pris ce qu'on a prévu. Parce que nous assistions nos enfants. Moi, je ne me prends pas pour une victime ambulatoire, je me prends pas pour une victime hospitalisée. Parce que nous étions en service de pédiatrie avec nos enfants. Nous avons fait près de 12 à 13 jours en hospitalisation, mais c'est de là-bas que nous nous faisons traiter. Voilà, j'ai tous mes trucs de radio. D'accord, ok. D'accord. Oui, débailli. Donc, moi, pour moi, je parle en qualité de victime. Oui, si. C'est compris. Je pense qu'en ce qui concerne l'accord, un accord, il peut être bon, il peut être mauvais. Mais quelle était son opportunité? Ici, je pense que les autorités d'alors avaient eu leur argument, à savoir qu'il ne fallait pas laisser traîner la souffrance des victimes. Donc, tout de suite, l'État de Côte d'Ivoire a pris ses responsabilités pour dire je signe un accord avec Trafigura, 100 milliards, pour non seulement dédommager les premières victimes, mais ce qui était important dans cet accord-là, moi je pense, c'est que cet accord-là, cette somme de 100 milliards, l'accord stipulait que c'est vrai que Trafigura ne serait plus poursuivi sur le territoire ivoirien, mais cette action n'éteignait pas du tout l'action d'autres victimes. C'est ça qui était plus important. À ce niveau-là, tout est ouvert. Parce que par la suite, nous avons vu, quand les victimes elles-mêmes se sont organisées,
elles ont porté plainte. Elles se sont attachées les services d'avocats internationaux qui ont poussé leur dossier, qui sont allés très loin. On parle, dans sa définition, on parle d'association d'Amsterdam. Je pense que tout ça, c'est une batterie d'actions qui a été mise en œuvre, mais qui ne tenait pas du tout compte de l'accord qui a été signé. D'accord. Mais l'accord était quand même opportun à un moment donné, parce qu'il fallait agir. Il y avait des victimes, l'État mettait d'abord une victime, il y avait des victimes qu'on pouvait aussi classer de personnes morales, des entreprises, personnes physiques. C'est à ce niveau-là que l'organisation qui a été mise en place a été salutaire. D'accord. Et jusqu'à présent, par le travail de ces organisations, on parle encore des déchets toxiques. Et je pense que c'est tout à leur honneur. D'accord, ok. Alors, Monsieur Gourou, avant que vous ne sautez sur... Je pense que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'il avait dit. Je vais vous passer la parole directement parce que je vais vous poser une question directe. Est-ce que vous avez été victime ou bien vous êtes président d'association de victimes? D'accord. Je vais revenir déjà sur... Non, vous répondez à la question et puis vous revenez sur ce qu'il a dit. J'ai été victime. Ok. Je suis victime. J'ai été interné à l'hôpital de Port-Boué le 5 septembre et le 17 septembre 2006 à l'hôpital général de Port-Boué. Je suis victime, déclarée, reconnue de façon statutaire par l'État de Côte d'Ivoire à travers la liste de 108 000 personnes intoxiquées reconnues par l'État, parue dans le journal officiel Fraternité Matin au nom du numéro 17 582, victimes conviées à être indemnisées au centre de trésor de Vridicité à Port-Boué. J'ai reçu 200 000 francs CFA. Je suis victime à la base. D'accord. Malade, reconnu par l'État de Côte d'Ivoire à travers la liste des 100 000, déclaré dans le journal officiel Fraternité Matin. Et je vais donner le numéro parce que chaque victime était immatriculée. D'accord. Je suis d'abord victime. Ok. C'est suite donc à tout ce qui a prévalu. Nous avons donc par la suite dirigé l'organisation que nous dirigeons à ce jour. D'accord. Maintenant, vous pouvez revenir sur ce que vous voulez dire. Voilà, rebondir sur l'accord. Si vous avez quelque chose à dire rapidement, avant que je passe la parole à M. Pipira. Oui. Je voudrais que nous dissocions certaines choses. Il y a ce que l'État devait faire et il y a l'accord lui-même. Tout à l'heure a dit M. Depaï, l'accord, il était opportun. Et j'ai dit derrière que cet accord-là, il a été rendu public. M. Boza disait, est-ce qu'on pouvait avoir le contenu? Non, il est public. Regardez dans le journal officiel de l'État de Côte d'Ivoire, le février 2007, il est public. Cet accord a fait l'objet d'une publication. Ensuite, cet accord nous a permis, comme j'ai dit tout à l'heure, de ce que ceux qui ont été malades aient le statut de victime. Parce qu'il y a ça qui est très important. La suite, je vous dirai pourquoi. Nous avons fait des actions en justice, mais d'abord, il faut être reconnu victime chez soi d'abord par l'État de Côte d'Ivoire. À travers cet accord et la liste, la publication des 100 000 personnes dont je parlais tout à l'heure, elle a même beaucoup été demandée dans certains tribunaux. Mais pour dire qu'il faut que l'État même te reconnaisse le statut de victime de cette catastrophe-là. C'est à travers cet accord-là. Derrière, cet accord nous a permis d'abord à Trafigura de reconnaître sa culpabilité, même en payant les 100 milliards. Sur laquelle on allait rebondir maintenant en tant qu'association, c'est autre chose. Mais derrière, comme il a dit, il y a une disposition de cet accord-là qui dit que l'État a convenu d'un accord avec Trafigura, mais l'État n'a pas convenu de cet accord-là pour empêcher les victimes d'ester Trafigura en justice et que les victimes pouvaient encore mener d'autres actions. Et la suite, nous la connaissons ici, effectivement, nous sommes organisés. M. Jean Pipira Denis qui est en haute gauche ici, il sait, l'État n'a pas empêché. C'est pourquoi je vais saluer encore même l'esprit en ce moment du gouvernement Gon Coulibaly, mais depuis la session du président Hassan Ouattara à la tête du pays. Mais à aucun moment, l'État a encore empêché les victimes de mener les actions pour la défense de leurs droits. Mais c'est parce que ce premier accord qui a prévalu, il n'a pas eu deux accords. Il y a un accord sur le président Laurent Gbagbo. C'est parce que cet accord il a prévalu, cet accord a prévu une disposition qui permet aux victimes de toujours chercher à demander la réparation des préjudices qu'elles ont subis. Je pense qu'il faut saluer cet accord-là sous sa forme. Après, derrière, comme j'ai dit, les victimes économiques, les victimes ambulatoires, donc humaines, après l'État lui-même en tant qu'entité était une victime. Il y avait trois catégories de victimes. Et je pense que les entreprises elles-mêmes, mais il a fallu cet accord aussi pour que les entreprises soient reconnues comme des entreprises, je veux dire, qui étaient victimes d'une crise. Parce qu'après, il y a les impôts, il y a plein de choses qui sont prises en compte aussi derrière. Donc cet accord-là a permis de faire beaucoup de choses, mais nous pensons que l'une des dispositions concernant la cagnotte
concernant la cagnotte. Parce qu'il faut parler de la cagnotte. Après, il y a la cagnotte, ce qui a été mis à disposition des victimes, nous disons 200 000 francs, ce n'était pas à la hauteur du préjudice que les victimes elles ont subi. C'est clair, c'est Voici clair. le commentaire que nous pouvons faire Ok. nous concernant à ce niveau-là. D'accord. Derrière l'hôpital qui a été créé, dont vous avez parlé, parce qu'il faut qu'on aborde ce sujet-là aussi, cette disposition. Est-ce que l'hôpital, derrière, c'est la mesure que l'État avait prise? Est-ce que c'était un hôpital, une polyclinique dédiée aux victimes? Ou c'était un CHU qui devait être entrepris comme une action que l'État juste menait avec l'argent des victimes. Et encore moins que l'argent, les retombées reviennent aux victimes. Voilà, mais tout ça, des voies autorisées pourront certainement nous répondre. Mais j'ai dit qu'aucune précision sur, je veux dire, les attributions de cette entité sanitaire-là n'a été faite. Ça n'a rien à voir avec l'accord. Merci, c'est clair, M. Goro. Rapidement, M. Pipira, un mot sur l'accord. Moi, je veux parler à deux niveaux. Il y a l'intention d'aller en accord. L'intention a été bonne d'aller en accord. Mais l'accord lui-même, il est mauvais. Il n'y a pas à se dédire ou à essayer de convaincre les uns et les autres. Mais l'État, comme tout à l'heure il a dit, l'État était victime. Il y avait les populations qui étaient victimes. Donc quand l'État veut aller à un accord, l'État part en accord avec et les victimes humaines et les entreprises victimes. Mais l'État s'est levé de lui seul, de son propre gré, et a allé signer un accord qui n'arrange que pour soulager ses dépenses. Finalement, c'est comme si c'était pas. Finalement, c'est comme si les charges n'étaient pas bien évaluées. Ce qu'il faut retenir. Non, je vais finir. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'État avait ordonné des dépenses qui n'étaient pas prévues. À cause de cette catastrophe, l'État s'est empressé d'aller encaisser de l'argent pour soulager ses caisses. Mais pour ce qui nous concerne, nous les victimes, l'État a signé un accord qui est catastrophique. Il a signé son accord sans penser à ces populations qui étaient victimes. Et ça, c'est déplorable. Nous le dénonçons avec la dernière note. Oui, allez-y, rapidement. Pour aborder un peu dans le sens du président Pipira, je voudrais dire que l'État, c'est nous tous. Parce qu'il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Moi, personnellement, je pense, c'est l'État certes, mais je parle des autorités d'alors. Parce que l'État est continuité. Voilà. Parce que ce sont les autorités d'alors. Parce que moi, je me rappelle que quand il y a eu cet accord, ils ont fait beaucoup de favoritisme. Voilà. Parce qu'on a dû marginaliser certaines associations. Voilà pourquoi aujourd'hui on est jusqu'à ça. Mais en fait, nous sommes là, c'est bien, mais pour finir, c'est pour trouver une solution. C'est ça, pour proposer des solutions pour les victimes, oui. Voilà. Donc Président Goro, elle a dit que sur des listes, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous avez parlé de votre cas, je suis victime, je suis inscrit ici, là. Est-ce que elle a dit que sur vos listes, il n'y a pas de véritables victimes, il n'y a pas de vraies victimes de déchets toxiques? Rapidement. Toutes les personnes déclarées, inscrites sur nos listes, sont des victimes. Ok. Il n'y a pas des infiltrés. Non, ça, ce que tu es en train de dire, par expérience, M. Yao Pipira Denis est là, c'est l'argument farfelu de Trafigura. Et Trafigura en fait, je veux dire, son chougra, il en fait véritablement son éventail, sa ligne de défense partout. Mais ce n'est pas à nous, ça je veux le dire clairement, ce n'est pas aux associations de démontrer la qualité des victimes, de les membres. C'est à Trafigura d'apporter la preuve que ces membres-là ne sont pas victimes. D'accord. Pipira, quels étaient les critères sur lesquels on déterminait les victimes? Oui, il fallait d'abord résider à Abidjan. Vous savez que d'abord c'était par inhalation que les autres contractaient le mal. Donc l'air, il ne trie pas. Quand on respire, on est ensemble ici dans le studio, mais on ne peut pas dire monsieur X respire tel air et l'autre non. Mais je veux dire que c'est vrai que tout le monde ne s'est pas rendu aux premières heures là où l'État a indiqué comme lieu d'enregistrement, mais il est clair que tous ceux qui étaient à Abidjan, qui respiraient l'air à Abidjan, étaient des potentielles victimes. Nous, en tant qu'association des victimes, on demande simplement
les preuves, c'est-à-dire tout ce qui est preuve médicale. C'est-à-dire les ordonnances, la preuve que vous êtes rendu à l'hôpital, la preuve que vous avez consommé des médicaments liés à la catastrophe. Il y a un certain nombre d'éléments que nous demandons et qui prouvent clairement que vous avez été là au moment de la catastrophe, que vous avez souffert de tel ou tel symptôme. Donc nous avons fait un travail scientifique et correct. Et comme M. Claude l'a dit, il n'y a, en tout cas pour ce qui nous concerne sur nos listes, aucune personne qui n'est pas victime. Toutes celles qui sont sur nos listes sont des victimes. D'accord. D'ailleurs, nous sommes à la justice. En justice, ce sont des preuves. Donc nous y allons avec les preuves. Et nous travaillons avec les preuves. C'est pour ça d'ailleurs que le dossier avance très bien. D'accord. Donc vous savez très bien où vous allez, si on vous suit bien. Oui. Merci beaucoup. Alors, Debaï, si on devait parler des perspectives sur ce dossier-là. Okay. Parce que vous l'avez dit, hein, le mal, c'est que les victimes ne sentent pas les choses. Tout à fait. Voilà. Elles ne sentent pas les choses venir. Elles ont assez patienté. Oui. Mais en termes de perspective, je pense qu'on dit souvent à quelque chose, le malheur est bon. Cette catastrophe nous est arrivée, ça nous permet désormais de savoir réagir face à de telles situations. Il ne faut pas s'y jeter d'ailleurs. Sauf qu'on parle de sujets d'actualité. Ouais. Le riz avarié. On a vu comment les associations et les organisations de consommateurs ont mis la pression. Donc je pense qu'à partir de ce dossier des déchets toxiques, il va falloir inventer, l'État doit devenir un État inventif pour pouvoir faire face à de telles catastrophes. Deuxièmement, il faut qu'en Côte d'Ivoire, on ait quand même un esprit citoyen, c'est-à-dire comment réagir pour organiser la solidarité et comment profiter de ces choses pour mettre en place vraiment de vraies associations qui sont vraiment des associations qui viennent effectivement en aide aux victimes et qui ne soient pas des associations qui soient là pour se sucrer sur le dos des victimes. C'est ça. Et là, il faut que l'État ait un droit de regard sur tout ceci. Voilà. Parce qu'on a vu l'expérience. Des gens se sont levés, même des producteurs de café cacao sont devenus présidents d'associations de victimes, et qui n'étaient même pas à Abidjan, qui ne savaient même pas de quoi il s'agissait à l'époque. Enfin, il faut mettre fin à un certain nombre de situations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que celles qui ont été les plus efficaces sont aujourd'hui, ont pris le dessus, et nous estimons qu'elles vont mener à bien le dossier pour pouvoir soulager vraiment, c'est le cas de le dire, soulager toutes les victimes. D'accord. Ok. Monsieur Boza. Au niveau local, il y a un certain nombre de dossiers. Nous sommes souvent gênés. Quand nous disons ça et là, des victimes qui vont marcher contre d'autres associations de victimes. Ouais. Bon, tout cela. Les actions en justice, effectivement, c'est pas intéressant. Il faut aussi que la justice prenne à bras le corps ces gens de il faut qu'elle tranche, mais vraiment sans état d'âme. Voilà, que ceux qui ont raison ont effectivement raison et que ceux qui ont tort ont tort. Sans une justice vraiment responsable, on va toujours rester dans ce genre de situation. Et c'est les victimes qui en pâtissent. Effectivement. Monsieur Boza, voilà. Oui. Moi, pour aborder un peu le sens de M. Debaï. Vos perspectives, oui. Oui, pour aborder un peu le sens de M. Debaï, comme il a dit tout à l'heure, effectivement, il faut que les uns les autres aient un esprit citoyen. Parce qu'il va sans dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas malades. Mais souvent, quand on les rencontre, moi je n'étais pas malade, mais j'ai pu avoir 700 000, c'est quelqu'un qui m'a géré, c'est quelqu'un qui a fait. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne font pas l'honneur, non seulement des associations, ça fait un de nous là, et de deux, concernant les perspectives, il y en a plein. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on parle de réchauffement climatique, sur le plan environnemental, il y a beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de solutions, mais nous ne pouvons rien faire sans l'État de Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons rien faire, laquelle des associations pourra mener son action, mais pour finir, s'il faut travailler sur le terrain, il faut travailler avec l'État. Donc nous avons déjà lancé un appel aux autorités concernant les perspectives.
faut que nous, on a travaillé un peu avec le ministère de l'Environnement, nous avons proposé, nous sommes en attente D'accord. de cet effet. D'accord. Monsieur Pipira, les perspectives. Quelles sont vos perspectives? Moi, immédiatement, moi, Vous attendez combien en termes de chiffres pour indemniser les victimes? Vous attendez combien? nous sommes en justice. Oui. Avec des milliers de victimes. Mhm. On a un conseil de plusieurs cabinets, c'est-à-dire nous avons 3 conseils britanniques, avec un conseil, je parle des conseils cabinet d'avocats, Mhm. un conseil hollandais qui suit notre dossier, qui travaille d'arrache-pied avec nos experts et nous-mêmes. Voilà. Et nous espérons, dans les meilleurs délais, obtenir une décision qui va soulager les victimes. Voilà. D'accord. C'est ça notre combat. C'est vrai que nous avons perdu du temps au départ parce qu'on était seuls. L'État nous avait abandonnés. Voilà, on avait que nos maigres moyens. Mais je voulais saluer d'ailleurs tous mes collègues associations qui ont cru avec nous et les victimes qui nous ont soutenus dans ce combat et qui aujourd'hui là nous permettent d'espérer une indemnisation future suite à une décision du judiciaire qui va contraindre le pollueur enfin à indemniser ces milliers de personnes-là pour toutes ces souffrances subies. D'accord. Président Gourou, est-ce qu'il y a une estimation qu'on peut faire de la somme qui est attendue si vraiment les procédures judiciaires aboutissent à votre niveau pour l'indemnisation des victimes? Il y a effectivement des estimations qui peuvent être faites. Mhm. Comme tout à l'heure l'expliquait M. Denis, toutes ces questions sont en instance judiciaire. Ok. Et nous pensons que les questions de réserve, les avocats, les mieux indiqués, mais tout ça est contenu dans un mémoire, dans tout ce qui est entrepris. Et cela sera annoncé, en tout cas par les voies indiquées. Après, consécutivement à cette... mais nous avons quand même une idée d'avoir ce que nous avons demandé. Ce que vous demandez et à ce que vous obtenez. Je pense que nous avons déjà décrié il y a quelques années la somme que l'État avait donnée, les 200 000, qui était insuffisante. Ensuite, nous avons décrié aussi que la somme de 750 000 était insuffisante comparativement au préjudice qu'avaient subi les victimes. Donc vous comprenez avec moi que si estimation logique avait à faire, c'est-à-dire ces montants devaient être au-dessus de ceux qui avaient été déjà mis à disposition des personnes malades. Donc voici ce que je pourrais dire à ce niveau. Vos perspectives rapidement? Je voudrais d'abord saluer cette émission. D'accord. D'accord. Donc je pense que je vais prendre votre dernier mot en même temps. On va commencer avec vous. D'accord. Donc, ça sera plus tard. D'accord. Concernant les perspectives, Oui. vous savez, notre combat se définissait sur 3 axes. Et ça, c'est pourquoi tout à l'heure dans la présentation, peut-être pas fait, je le fais dans mon dernier mot. Mais au niveau des perspectives, nous disons que il faut que dans la mémoire collective ici en Côte d'Ivoire, nous sachions que nous avons eu en face de nous un empoisonnement à une grande échelle, mais surtout une catastrophe écologique et humanitaire. À partir de cet instant, toute perspective découlant donc de cette catastrophe-là devrait être la prise en charge des personnes malades à tous les niveaux, par une indemnisation numéraire, c'est-à-dire financière, qui est l'argent, parce que tous ceux qui s'agitent, il a dit tout à l'heure M. Debailly, il y a certaines personnes qui parlent d'association. Et quand il dit ça, il pense juste à de l'argent. Donc, il y a la prise en charge des malades avec l'argent, ce qu'on appelle le dédommagement, l'indemnisation. Mais à côté de cela, je reviens maintenant à M. Boza, c'est pourquoi je voulais saluer ce qu'il est en train de faire. Mais évidemment, ça fait le deuxième acte aussi de notre combat. Et personnellement, avec tous les membres de la CNVLT, nous disons que il doit être mis en Côte d'Ivoire ici, les perspectives. Il faut actionner, encourager l'État, à chaque fois interpeller l'État sur la mise en place d'une entité médicale pour le suivi, évaluer même déjà les maux qu'ont subi les victimes, parce que les signes cliniques sont connus, mais les maladies à venir sont inconnues. C'est ça, la radioactivité. Il faut mettre, bien évidemment, à partir de cet instant, il faut mettre en place un dispositif médical pour revenir à hier, après 13 années. Qu'est-ce qu'il en est dans le suivi des malades? C'est très important, et évaluer les maladies ou l'évolution des maladies. Après cela, il y a l'aspect environnemental. Au niveau des perspectives, nous estimons que la ville d'Abidjan
pour son sol qui a été empoisonné et pour ses eaux qui ont été empoisonnées. Parce que tous les sites contaminés étaient des sites qui étaient non loin des personnes vivant à côté de ces sites. Ça veut dire qu'il y a des populations riveraines, mais qui avaient elles-mêmes été en train de faire des cultures sur certains sites qui ont été empoisonnés. Vous comprenez avec moi qu'au niveau environnemental, il faut toucher jusqu'à où les sols ont été empoisonnés. Donc en termes de perspective, c'est de toujours encore aller vers l'État. C'est l'État qui peut faire ceci. Notre rôle en tant qu'association, c'est d'interpeller. Notre rôle, c'est de pousser. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que dans la présentation, peut-être vous ne l'avez pas signifié, mais nous avons décliné un peu pour la mise en place d'un parti politique écologique de Côte d'Ivoire que nous avons l'honneur de diriger aujourd'hui, mais c'était dans la même continuité de ce taxe-là. D'accord. Merci beaucoup, Président Gourou. Alors, Debaï, on va terminer l'émission. C'est une émission où on a beaucoup de choses à dire, mais un temps nous a été imparti et il court à sa fin. Rapidement, ton dernier mot. Oui, on est s'il y a des doléances, des derniers mots, voilà. Aujourd'hui, puisque c'est un dossier qui continuera de faire son chemin tant que les victimes ne sont pas indemnisées à la juste valeur. Voilà. Je lisais un rapport de Amnesty International qui éclaire un peu sur les montants à verser. Il parlait de 260 millions de dollars. Vous voyez qu'une telle manne qui fait environ 130 milliards de francs CFA, ça aiguise les envies. Oui, mais il faut penser aux victimes. Voilà, il faut penser aux victimes. Il ne faudrait pas que l'argent divise les associations. Il ne faut pas que l'argent soit à la base de micmac pour retarder l'indemnisation des victimes. Il faut que les associations jouent vraiment leur rôle, mais pleinement, pour que une fois pour toutes, on ferme ce dossier-là. C'est vraiment ce que moi je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup, Debaï. Monsieur Boza Charles. Je vous remercie. Votre dernier mot. D'accord, je vous remercie. D'abord, je tenais à dire que, on dit que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, en ma qualité de victime, je ne me suis jamais bien porté jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, ça veut dire que nos souffrances des victimes, en général, sont grandes, très grandes. Alors, mon dernier mot... Est-ce qu'il ne serait pas temps aussi de vous approcher, peut-être, si ce n'est pas trop tard, des autres associations? Non. En fait, c'est avec l'État. Nous savons pourquoi. En tant qu'association... On peut collaborer. Oui, mais il faut l'État. Voilà. D'accord. Voilà. Je vous laisse continuer avec votre dernier mot. Le mot de fin, excusez-moi parce que j'ai pris note. Oui. Le CIHDT demande pardon aux principales et vraies victimes ainsi que les populations pour tous ces tiraillements dont elles font l'objet relativement aux cacophonies et querelles du fait de certaines associations. Les rassure de ce que les choses s'arrangeront. Le CIHDT exhorte la multinationale Trafigura a fait preuve d'humilité dans le souci de préserver son image, l'interpelle à prendre attache au plus tôt avec les plus hautes autorités de l'État de Côte d'Ivoire, à savoir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, le vice-président de la République, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, pour ne citer que ceux-là, et le collectif des intoxications des déchets toxiques, afin qu'un bon dénouement soit trouvé relativement au dossier et où l'affaire des déchets toxiques pour la paix, la réconciliation, le pardon, la cohésion entre les parties, et ce, pour la plus grande satisfaction et l'intérêt des véritables victimes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Boza. C'est nous qui vous remercions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Pipira Yao, votre dernier mot. Je vous remercie, Business 24. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Et surtout avoir un mot pour ces personnes qui souffrent. Voilà. Vraiment leur dire notre compassion, parce que nous sommes au quotidien avec ces personnes-là. Nous vivons la souffrance au quotidien. Voilà. Et surtout espérer que la multinationale, comme l'a dit M. Boza, arrête de chercher à transformer ce qui est blanc en rouge, qu'ils reconnaissent qu'elle reconnaisse ses responsabilités et qu'enfin un dénouement soit trouvé pour ces milliers de victimes-là pour qu'elles soient soulagées. Et également, une veille sanitaire soit mise en place, financée par cette multinationale qui a pollué notre environnement,
qui a intoxiqué les populations pour que cette veille nationale sanitaire en même temps puisse s'occuper de ces personnes qui continuent de souffrir. On parle des victimes ambulatoires, victimes décédées, victimes hospitalisées, mais il y a des victimes ambulatoires qui aujourd'hui sont décédées. Voilà, donc moi je pense que la question est trop grave, elle est trop urgente. Il faut que la multinationale arrête de se jouer les malins et que la question trouve une solution définitive. Je voudrais vous remercier. Merci à vous, c'est nous qui vous remercions. Monsieur Gourou Claude, votre dernier mot. Merci mademoiselle Sikongo, merci à Business 24. Notre dernier mot va nous permettre, pour conclure cette émission, de nous adresser à 4 entités. D'abord à l'État du Côte d'Ivoire. Je voudrais ici saluer le gouvernement ivoirien parce que en février 2018, j'étais encore à Paris et j'ai observé qu'une mission onusienne a rencontré le Premier ministre et la ministre Anne Ouleto, ministre de la Salubrité, pour déposer un rapport sur la pollution due aux déchets toxiques. C'est-à-dire après 12 ans. L'État est conscient qu'il y a un problème. Je dis à M. Debaï qu'il ne s'agira pas de fermer définitivement ce problème. Il ne sera pas fermé. C'est un problème écologique très grave et environnemental. Il sera ouvert. C'est pourquoi 12 ans après, l'État a reçu une mission onusienne, parce que l'affaire est grave. Et si l'État a fait cette action-là, je voulais saluer cela. Et l'État, aujourd'hui, après ce que le président Laurent Gbagbo a fait pour les victimes, comme j'ai dit, la prise en charge et la reconnaissance du statut de victime, l'État n'a pas remis en cause tout l'accord que, en son temps, le président Laurent Gbagbo avait fait. Mais le gouvernement aussi du président Hassan Ouattara a suivi les choses et s'inquiète de la pollution aujourd'hui. Cela est à saluer. Cette disposition de l'État, je voudrais profiter pour encourager aussi nos gouvernants, l'État, pour dire que après la pollution, il y a la prise en charge des malades. Pour notre disposition à nous mettre avec eux pour que, ensemble, nous trouvions des mesures pour accompagner ces victimes. L'État s'occupe de la pollution, il doit s'occuper aussi de l'indemnisation. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. À côté de cela, nous voulons ici maintenant saluer les associations qui ont bataillé pendant 13 ans. Je voudrais ici faire remarquer à M. Yao Pipirademi, qui a eu la confiance de cette victime, comme nous savons la confiance. Il va sans dire qu'une fois, un moment viendra, nous allons nous mettre ensemble, nous retrouver, et dans une union sacrée, déterminer aussi des perspectives pour aboutir au soulagement de toutes ces personnes qui nous font confiance. Je voudrais aussi attirer l'attention aussi de Trafigura, comme l'a dit M. Yao Pipirademi. Il n'y a pas de véritables victimes en Côte d'Ivoire et de fausses victimes en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui ont été soumises à un empoisonnement dû au déversement de près de 500 mètres cubes, je veux dire de déchets, de résidus pétroliers ici en Côte d'Ivoire. Et ce sont ces personnes-là qui réclament aujourd'hui justice. Je pense que Trafigura a intérêt à jouer franc jeu au lieu de trouver des dénominations aux victimes. Nous voulons donc remercier aussi nos avocats et terminer pour dire que à la tête donc aujourd'hui d'un parti écologique en Côte d'Ivoire, notre combat pour la défense de l'écologie et de l'environnement est réel, et à travers la solution et la résolution des questions liées aux victimes, nous pensons qu'un bond sera fait pour que les questions environnementales soient une fois posées sur la table et que la Côte d'Ivoire renforce la législation sur le transport de ces résidus pétroliers. Comme je disais, le transport transfrontalier de ces déchets-là, il faut que cela soit renforcé, mais surtout que l'État prenne des décisions rigoureuses afin qu'on ne trouve pas que la Côte d'Ivoire est un dépotoir où chacun peut venir faire ce qu'il veut à cause du riz avarié qui est arrivé, parce qu'on n'a pas tiré les conséquences, je veux dire, des mesures très fermes des déchets toxiques. D'accord. On peut tout mettre en Côte d'Ivoire. D'accord. Je voudrais saluer donc les victimes, les appeler à la sérénité. Nous nous battons, ces procédures sont complexes, mais nous pensons que nos avocats sont à pied d'œuvre afin de trouver un soulagement véritable et que tout le monde soit rétabli dans cette œuvre.
Je vous remercie. Merci à vous, messieurs. Merci de nous avoir honorés de votre présence sur le plateau. Ça a été un réel plaisir et un honneur de vous recevoir ici à Business 24. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous parlions aujourd'hui des déchets toxiques déversés en Côte d'Ivoire en 2006, les conséquences sur les victimes et surtout l'indemnisation. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles au programme de Business 24 Africa. Bonsoir.